Pourquoi est-ce qu'il y a des cristaux sur celui-ci mais pas sur celui-ci? Et comment les panneaux solaires fonctionnent-ils? Nous allons voir cela. Vous pouvez acheter un mug et un sweat pour soutenir la chaîne. Lien en description. Les panneaux solaires convertissent la lumière en électricité. Ils sont photovoltaïques. De photo, la lumière, et voltaïque, la tension. Ils fonctionnent avec de la lumière artificielle ou celle du soleil. Prenez une petite cellule solaire ou photovoltaïque, allumez votre multimètre, connectez les câbles et exposez la cellule à la lumière. Vous voyez tout de suite une tension apparaître. Plus la lumière est forte, plus on produit d'électricité. Mais peut-on inverser le phénomène? Si l'on connecte une cellule solaire à une alimentation, elle produit de la lumière infrarouge. L'œil humain ne peut pas la voir, mais si l'on prend une caméra et que l'on enlève le filtre, on peut voir que la cellule produit bien de la lumière. La lumière est constituée de particules appelées photons. La cellule solaire absorbe ces photons. Quand ils touchent la cellule, ils éjectent une autre particule appelée électron de la cellule qui laisse un trou derrière elle. C'est l'effet photovoltaïque. J'expliquerai en détail comment ça marche plus loin dans la vidéo. Mais le trou se déplace vers le bas et l'électron est poussé vers la couche supérieure. L'électron est attiré par le trou, tout comme les deux opposés d'un aimant s'attirent. Si on lui fournit un chemin avec un fil, l'électron va l'utiliser pour revenir vers le trou. On peut placer des composants comme une DEL sur le chemin. L'électron doit alors passer à travers, ce qui cause une émission de lumière. Ce qui veut dire qu'elle émet des photons. Mais si la DEL émet des photons, et si la cellule solaire absorbe des photons, est-ce que la DEL peut s'auto-alimenter? Proposez vos réponses dans les commentaires et je vous donnerai la réponse plus tard dans la vidéo. Vous avez probablement déjà vu des cellules solaires sur votre calculatrice ou vos lumières de jardin. Elles sont souvent utilisées pour les camping-cars ou les bateaux. On les voit sur les toits des maisons ou même dans de vastes champs de panneaux solaires. Un champ est composé de plusieurs chaînes de panneaux solaires connectés. Une chaîne est composée de plusieurs panneaux solaires connectés. Un panneau solaire est composé de plusieurs cellules solaires connectées. Pour créer une cellule solaire, on commence avec une plaque de métal conducteur qui forme une électrode positive. Au-dessus, on place une fine couche de silicium, qui est notre matériau semi-conducteur. Habituellement, il s'agit en bas d'un mélange bore-silicium et en haut d'un mélange de phosphore-silicium. La liaison entre les deux est une jonction PN. Au-dessus du silicium, on place une couche anti-reflet. Une grille de métal est ensuite placée au-dessus et sert d'électrode négative. Les fines bandes s'appellent des doigts et les bandes plus épaisses sont des busbars. En général, une couche supplémentaire en verre est ajoutée pour protéger les cellules photovoltaïques, qui sont fines et fragiles. La busbar est placée sur l'extrémité de cette minuscule cellule. Celle-ci est au milieu. Et plusieurs busbars traversent ces grandes cellules. Elles ont toutes des doigts qui s'étendent sur le silicium pour récupérer les électrons libres. Ces électrons circulent dans les doigts, puis se rassemblent et circulent dans les busbars. Nous avons besoin d'autant qu'un maximum de lumière atteigne le silicium, donc les conducteurs en métal doivent être aussi fins que possible. Rajouter des doigts permet de récupérer les électrons plus facilement, mais cela bloque également la lumière. Le matériau en silicium est brillant, ce qui veut dire que la lumière s'y reflète. La couche anti-reflet aide à réduire ce phénomène, mais il y a toujours un peu de lumière qui s'échappe. On trouve aussi des cellules avec une surface granuleuse. Cela aide à capturer une partie de la lumière réfléchie et à la rediriger vers la cellule solaire. Chacune de ces cellules ne génère que 0,5 volts de tension. Mais plus la cellule est étendue, plus elle génère de courant. Pour fabriquer un panneau solaire, on commence par un support arrière solide, recouvert d'un film adhésif EVA. Puis les cellules solaires sont collées à l'adhésif et connectées les unes aux autres. On remet une couche de film EVA, puis une vitre en verre et enfin on place le tout dans un cadre en métal. À l'arrière, on retrouve les connexions électriques connectées aux cellules. Les cellules solaires sont encapsulées dans l'EVA, ce qui les isole de l'humidité et des contraintes mécaniques qui pourraient dégrader le matériau avec le temps. Si l'on regarde les panneaux solaires, on voit que l'extrémité d'une cellule est connectée à l'extrémité de la cellule suivante, ce qui augmente la tension. À l'intérieur de cet élément, on a deux cellules qui produisent chacune 0,5 volts.
Si on regarde de plus près, on voit que les cellules se superposent et se rejoignent pour former une connexion en série. Les extrémités traversent le support jusqu'aux terminaux électriques. Les panneaux solaires utilisent 36 cellules, ce qui donne environ 19,8 volts, parfait pour charger une batterie de 12 volts, car on a besoin de plus de tension que celle de la batterie pour la charger. On les trouve donc souvent dans des systèmes autonomes. Mais la plupart des installations résidentielles sont connectées au réseau électrique et utilisent des panneaux de 60 ou 72 cellules. Les installations commerciales utilisent des panneaux de 60, 72 ou 96 cellules, parfois même plus. Quand on connecte les cellules en série, les tensions s'additionnent, mais le courant reste le même. Ce panneau utilise 60 cellules, chacune produit une tension de 0,5 volts et un courant de 8 ampères. Il produit donc environ 30 volts et 8 ampères, ce qui nous donne une puissance de 240 watts. Si l'on connecte 4 de ces panneaux en série, on obtient 120 volts et 8 ampères. Les tensions s'additionnent mais le courant reste le même. Cela nous donne 960 watts. Mais si l'on connecte ces 4 panneaux en parallèle, on obtient 30 volts et 32 ampères. La tension est la même, mais les courants s'ajoutent. Cela nous donne aussi 960 watts. On utilise souvent une combinaison de connexions en parallèle et en série. Le panneau est connecté à un régulateur de charge et onduleur. Les régulateurs ont des spécifications en courant et en tension. Par exemple, celui-ci pourrait fonctionner de 100 à 150 volts pour 25 ampères. Notre chaîne de panneaux produit 120 volts et 8 ampères. Donc, on ne peut pas ajouter une autre chaîne en série car on va dépasser la limite de tension. On va donc connecter les deux chaînes en parallèle, ce qui nous donne 120 volts pour 16 ampères. Le système peut être autonome ou connecté au réseau électrique. On peut utiliser un panneau solaire pour alimenter une charge directement. Mais cela ne fonctionne que si le panneau est exposé à la lumière. Par exemple, ce ventilateur s'allume automatiquement quand on l'expose à la lumière. Plus la lumière est forte, plus il tourne rapidement. Mais il ne tournera pas la nuit. Nous avons donc besoin d'une batterie pour stocker l'énergie. Elle se charge dans la journée et on peut l'utiliser la nuit. C'est comme cela que ce simple chargeur de batterie fonctionne. Cependant, la tension et le courant peuvent varier, et le panneau solaire peut surcharger la batterie, ce qui va l'abîmer. La nuit, la batterie peut également se décharger dans le panneau solaire. On va donc les séparer avec un régulateur de charge. Quand le soleil brille, le régulateur charge la batterie. On peut allumer la lumière et le régulateur envoie la puissance dans la charge. Tout excès d'énergie est utilisé pour charger la batterie. La nuit, le régulateur protège le panneau solaire de la batterie, mais autorise toujours l'utilisation de l'énergie stockée dans la batterie. C'est comme cela que les chargeurs de téléphone à énergie solaire fonctionnent. On peut voir dans cette lampe de jardin que l'intérieur n'est qu'une cellule solaire connectée à un régulateur basique, qui sépare la batterie et la DEL. La cellule solaire charge la batterie et quand le chargement s'arrête, la lumière est alimentée. On peut également contrôler la lumière avec le bouton. Le panneau solaire et la batterie fournissent du courant continu. Si l'on connecte ce multimètre à une batterie, on voit une tension constante. En effet, les électrons circulent dans une seule direction, tout comme l'eau dans une rivière. On peut utiliser cela pour alimenter de petits moteurs à courant continu, les lumières ou les appareils USB. Parfait pour les camping-cars et les bateaux. Mais de nombreux équipements nécessitent du courant alternatif qui fonctionne différemment. Si on connecte cela à une prise électrique, on trouve une figure de vague. Les électrons circulent dans un sens puis dans l'autre. Ils changent de direction en permanence. Un peu comme la marée qui monte et qui descend. Pour alimenter ces appareils, on a besoin d'un onduleur qui va convertir le DC en AC. À l'intérieur, on a simplement quelques switches électroniques qui s'allument et s'éteignent très rapidement pour contrôler le chemin des électrons. Vous pouvez regarder la vidéo sur les onduleurs pour en savoir plus. Mais utiliser un onduleur nous permet d'utiliser à la fois des appareils AC et DC pour ce système. Cependant, la batterie sera à court d'énergie si on ne la recharge pas. Pour les installations domestiques et commerciales, on est donc souvent connecté au réseau électrique. Dans un système simple, on a juste les panneaux solaires connectés à un onduleur.
Cela alimente le tableau électrique et la charge AC de la propriété. Le réseau électrique se connecte également au panneau via un compteur. L'onduleur doit donc se synchroniser avec le réseau. La nuit, on achète l'électricité au réseau car les panneaux ne produisent pas. Lors des journées ensoleillées, les panneaux solaires sont suffisants pour alimenter quelques appareils de la maison et aucun courant ne passe dans le compteur. Lors des journées très ensoleillées, les panneaux produisent plus d'énergie que ce qui est utilisé, le surplus est donc revendu. Ce fonctionnement est appelé net metering. Pour des systèmes plus avancés, on utilise également des batteries qui nécessitent un régulateur de charge. Le panneau solaire recharge les batteries et alimente les équipements. Quand les batteries sont pleines, l'excès d'énergie est vendu sur le réseau. La nuit, les batteries alimentent la maison jusqu'à ce qu'elles soient déchargées. Il faut alors à nouveau acheter de l'électricité sur le réseau. En cas de coupure de courant, les batteries pourront alimenter la maison jusqu'à ce qu'elle soit vide. Elles se rechargeront en journée. Les fermes solaires possèdent plusieurs rangées de panneaux solaires qui génèrent des tensions plus importantes. Elles sont combinées et connectées à de gros onduleurs, puis envoyées dans des postes de transformation. La tension y est augmentée et exportée sur le réseau. Le problème avec le solaire, c'est que le soleil bouge en permanence. Il se déplace d'est en ouest tous les jours. En été, il est haut dans le ciel et en hiver, il est plutôt bas. À condition que vous soyez dans l'hémisphère nord. Les panneaux solaires fonctionnent mieux lorsqu'ils sont perpendiculaires au soleil. On peut voir avec une lampe que la lumière est plus forte ici, mais au fur et à mesure qu'on l'incline, la lumière est dispersée sur une zone plus grande. Donc, elle est moins intense. Idéalement, il faudrait déplacer les panneaux solaires avec le soleil, mais c'est difficile et cher à mettre en place. Donc, nous avons besoin d'estimer la localisation pour avoir l'altitude et l'azimut du soleil à notre latitude, puis de vérifier qu'il n'y a pas d'ombre, puis enfin de choisir la meilleure orientation et angle d'inclinaison pour les panneaux. Cela implique beaucoup de bases de données et de maths, ce qui prend du temps. Mais avec notre sponsor PVCase, vous pouvez simuler la localisation exacte grâce à leur logiciel de dernière génération pour l'énergie photovoltaïque basé sur AutoCAD. Il inclut les données topographiques 3D qui vous permettent de prototyper la conception, le tracé du câblage, les chemins de câbles et le placement de l'onduleur. Le chaînage et le câblage peuvent être automatisés ou conçus manuellement. Grâce à leur analyse d'ombrage, vous pouvez identifier et supprimer les modules ombragés pour garantir une exposition au soleil optimale et même comparer différents modèles. Bien entendu, vous pouvez ensuite exporter les projets. Vous pouvez concevoir des projets au sol ou sur des toitures commerciales ou industrielles et produire automatiquement la documentation de construction ainsi que la nomenclature. Cela vous permet de gagner du temps de la conception initiale jusqu'à la phase d'approvisionnement. Parfait pour des projets commerciaux, industriels ou pour les services publics. Le lien est en description pour en savoir plus. Jetez-y un coup d'œil. Vous avez sûrement remarqué que les cellules solaires ne se ressemblent pas toutes. Il y en a de type polycristallin et de type monocristallin. Où avez-vous déjà vu de ce type de cellule solaire utilisée? Dites-le moi en commentaire. Le type de cellule le plus courant est la cellule polycristalline. Elle présente ce motif typique de flocon bleu, bien que l'on puisse trouver d'autres couleurs comme la version émeraude. Car la couleur dépend de la couche anti-reflet. Chaque flocon est un cristal de silicium. Poly veut dire plusieurs et cristallin veut dire cristal. Ils ont l'air esthétiques, mais chaque cristal est un groupe distinct d'atomes, orientés différemment. Les limites de chaque cristal sont des imperfections qui réduisent l'efficacité de la cellule. Ils sont très utilisés par les amateurs d'électronique, les produits alimentés par le solaire, et dans les panneaux solaires, ils sont assez bon marché, mais leur rendement est d'environ 13 à 17%. Pour les fabriquer, on commence par un mélange de sable de silice et de carbone, comme du charbon. Le tout est ensuite fondu dans un four à arc électrique. Une fois refroidi, on obtient de gros morceaux de silicium brut. Tenez, j'en ai un morceau dans la main. C'est très léger et brillant. Si vous en voulez un, j'ai mis un lien en description pour en acheter. Ces morceaux sont réduits en poudre, mélangés à de l'acide chlorhydrique et transformés en gaz par ébullition. Le gaz est distillé pour éliminer les impuretés, puis il entre dans un réacteur et se dépose lentement sur des tiges pour former du silicium pur. Les tiges de silicium pur sont cassées, fondues et refroidies pour former des lingots. Lorsque le matériau refroidit, les atomes se regroupent et forment des cristaux.
Les blocs sont ensuite découpés en fines plaques et utilisés comme cellules solaires. Ceci est une cellule monocristalline. Elle est rigide et présente généralement une couleur noire ou bleu foncé sans cristaux visibles. Mono signifie un. Les atomes forment une structure très ordonnée. Les cellules de type monocristallin sont plus efficaces, avec un rendement d'environ 15 à 19%. Mais elles sont également plus chères à produire car le raffinement est plus avancé. Des morceaux de silicium pur sont fondus dans un creuset, puis un cristal d'amorçage est plongé dans ce liquide brûlant. Les atomes de silicium se fixent alors dessus. Il est ensuite lentement retiré et refroidi pour former un lingot. Au cours de ce processus, les atomes s'organisent parfaitement, créant un seul gros cristal. Ce lingot est ensuite découpé en blocs, puis en fines tranches, qui sont transformées en cellules solaires. On peut aussi avoir ce type de film, cette version monocristalline est flexible, tout comme cette version polycristalline. Ils sont souvent utilisés pour les toits incurvés des vannes et des bateaux. Ils ont une durée de vie plus courte et un moins bon rendement. Cette lampe de jardin et cette calculatrice utilisent une mince couche de silicium amorphe, d'où cette couleur marron. Les atomes de ce matériau n'ont pas de structure ordonnée, ils sont disposés de façon aléatoire. C'est pourquoi ces cellules sont très bon marché à produire, mais leur rendement est également faible, autour de 5 à 8%. Quand on parle de rendement, on parle de la quantité d'énergie solaire convertie en électricité. L'énergie du soleil se propage sous forme d'ondes. Ces ondes ont différentes tailles, des minuscules rayons gamma à haute énergie jusqu'aux grandes ondes radio à faible énergie. La majorité de l'énergie émise se situe dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Le spectre visible est la portion que l'œil humain peut percevoir. La longueur d'onde détermine la couleur de la lumière que l'œil voit. Si on mesure l'énergie par zone en fonction de la longueur d'onde dans l'espace, on voit une courbe comme celle-ci. Mais au niveau de la mer, la courbe ressemble plus à ça, parce que l'atmosphère a absorbé et dévié une partie de l'énergie. N'oubliez pas que dans un panneau solaire, on a besoin d'un photon pour arracher un électron d'un atome de silicium. On utilise du silicium parce que l'électron de la couche de valence n'a besoin que d'environ 1,1 électronvolt pour sauter vers la bande de conduction et se libérer de l'atome. Cela correspond à un photon d'une longueur d'onde d'environ 1127 nanomètres, situé ici sur le spectre. Toute longueur d'onde supérieure ne peut donc pas être utilisée pour produire de l'électricité avec ce matériau. En revanche, toutes les longueurs d'onde inférieures peuvent être utilisées. Cependant, ces longueurs d'onde ont plus d'énergie que nécessaire et l'excès d'énergie chauffe les panneaux solaires. Il ne reste donc que 30% d'énergie qui peut effectivement être utilisée pour générer de l'électricité avec le silicium. Une partie de cette énergie est réfléchie, une partie est bloquée par la poussière et la saleté du panneau, et enfin, au fur et à mesure que les cellules solaires chauffent à cause de l'énergie perdue, leur rendement diminue. Et une fois que nous avons généré toute cette énergie, on a également des pertes dans l'onduleur et dans les câbles. Donc, cette dalle rouge ne peut pas s'auto-alimenter. Elle est mêlée dans une longueur d'onde de 705 nanomètres et produit 1,75 électronvolts. Nous n'avons besoin que de 1,1 électronvolts, le reste de l'énergie est perdu en chaleur. Pour produire cette lumière, on consomme 4 milliwatts. Et seul 10% environ de cette puissance est convertie en électricité. Nous aurions donc besoin de 10 DEL pour alimenter juste une DEL. J'ai essayé et pour produire de la lumière, 9 DEL sont tout juste suffisants. Les DEL utilisent aussi du silicium, tout comme les diodes. Une cellule solaire n'est en fait qu'une énorme DEL aplatie qui marche à l'envers. En fait, on peut même éclairer une DEL pour qu'elle produise une tension. Regardez notre vidéo sur les DEL pour comprendre en détail comment elles fonctionnent. En observant les atomes de silicium, on voit qu'ils possèdent 14 électrons, dont 4 se situent sur leur couche externe, appelée couche de valence. Pour être stable, les atomes de silicium ont besoin de 8 électrons dans cette couche, mais ils n'en ont que 4. C'est pourquoi ils vont partager un électron avec chacun de leurs voisins pour atteindre l'équilibre. Mais d'où viennent les électrons libres et les trous ? Pour les électrons, on ajoute un peu de phosphore d'un côté, car il possède 5 électrons sur sa couche externe. 4 d'entre eux sont partagés et le dernier est libre de se déplacer. Pour les trous, on ajoute un peu de bore de l'autre côté, car il n'a que 3 électrons sur sa couche externe.
Comme il n'y a pas assez d'électrons à partager, il reste un trou qu'un électron peut occuper. Nous avons maintenant une couche avec trop d'électrons d'un côté et une couche en manque d'électrons de l'autre. Cette jonction est appelée jonction Pn. N pour négatif, car les électrons sont chargés négativement, et P pour positif, car les trous sont considérés comme étant chargés positivement. Au niveau de cette jonction, on retrouve une zone de déplétion. Une partie des électrons traverse la zone, tout comme une partie des trous. Mais cela forme une barrière avec une zone légèrement chargée positivement et une zone légèrement chargée négativement. Cela crée un champ électrique qui empêche d'autres électrons ou trous de traverser la zone. Et c'est ce qui forme la zone de déplétion, où aucun électron ou trou ne peuvent exister. Quand la lumière frappe la cellule solaire, les photons traversent la fine couche de type N et atteignent la jonction Pn. Si le photon a assez d'énergie, il arrache un électron d'un atome dans cette zone, le libérant et laissant un trou d'électrons derrière lui. Rappelez-vous, aucun électron ou trou ne peut exister dans cette zone de déplétion. C'est pourquoi le champ électrique attire l'électron libre vers la couche de type N. Les atomes partagent des électrons, donc un autre électron se déplace de la couche de type P pour combler le trou, mais il laisse un autre trou derrière lui. Ce trou est également rapidement comblé et il se déplace donc vers le bas à travers la couche de type P. Une importante quantité d'électrons et de trous d'électrons s'accumule dans les deux matériaux situés aux bornes. Cette accumulation de charges négatives et positives crée une tension électrique. Les électrons libres sont attirés par les trous d'électrons comme des pôles opposés d'un aimant. Si l'on connecte ces éléments, les électrons circulent dans le câble pour atteindre les trous de l'autre côté de la cellule solaire. Ce flux continu d'électrons constitue un courant électrique. La lumière qui arrive sur la cellule solaire déclenche la libération d'un grand nombre d'électrons qui circulent dans le circuit et génère un courant. Dès l'exposition à la lumière, les électrons circulent continuellement, produisant un courant continu. Voilà comment fonctionne une cellule solaire. Cliquez sur l'une de ces vignettes pour en apprendre plus sur l'ingénierie et je vous y retrouve pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur theengineeringmindset.com.